L'APSI donc, est une association de professionnels de la sécurité, de l'information en Côte d'Ivoire. Alors, c'est une plateforme ivoirienne voilà, qui a été mise en place justement pour favoriser les échanges entre les professionnels du domaine, donc de renforcer les capacités entre ses membres et de valoriser les métiers de la sécurité de l'information. Alors, nous menons plusieurs actions. Nous menons plusieurs actions qui sont de sensibiliser donc le grand public sur les enjeux de la sécurité. Et notre objectif donc à terme, donc, c'est de contribuer justement à, c'est de contribuer justement sur le plan national, voilà, à comment dirais-je, à voilà, partager donc cette expérience-là et puis à être force de proposition justement au niveau national. Alors, nos actions, elles se définissent comment? Donc, nous organisons donc des sessions internes de retour d'expérience, hein, des groupes de travaux internes sur certaines thématiques, des webinaires publics, comme c'est le cas aujourd'hui. Et comme j'ai dit, nous sensibilisons donc sur tous nos réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Alors, donc, pour nous contacter, je vous informe que nous sommes présents donc sur LinkedIn, sur YouTube, et également notre contact, c'est le suivant, contact@apsici, et notre site web également, https, donc apsi.ci. Pour tous ceux donc, qui aimeraient intégrer notre association. Alors, aujourd'hui, donc, ce webinaire, il est il va se dérouler donc avec notre partenaire Smart Skills, Smart Skills, avec dont l'intervenant principal donc sera Monsieur Ayed Akout, qui est un expert justement en cybersécurité chez Smart Skills. Je vous souhaite donc de passer un moment très agréable donc avec ce webinaire avant de passer la parole à Monsieur Ayed. Donc Ayed, tu peux prendre la main pour la suite. Merci bien, Adama. Je vous remercie pour cette invitation. Donc, aujourd'hui, on va parler à propos de ce sujet-là qui est très important, comment bâtir un schéma directeur de la cybersécurité pour votre organisme. Alors, je commence tout d'abord par se présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis un expert en cybersécurité. Je dispose donc de 15 ans d'expérience dans le domaine. En termes d'expertise en tant qu'un formateur, en tant qu'un auditeur et à la fois aussi en tant que implémentaire. Donc, j'ai implémenté beaucoup des systèmes de management et schémas directeurs dans la région. Donc, en termes de certification, déjà, je dispose de plein de certifications donc, dans le domaine. Les fameuses CSSP, CISA, CISM. Donc, je l'ai gardé déjà dans un slide séparé, vu que ce sont les certifications le plus importantes dans notre domaine. J'ai aussi beaucoup de certifications dans le domaine offensive security en tant qu'un pen tester. Ethical, bien sûr, ethical hacker, ils n'ont pas Black Hat. Comme Certified Ethical Hacker, Security Plus, et Council Certified Security Analyst, License Penetration Tester et les fameuses Offensive Security, donc OSCP et OSCP, qui sont des certifications qui sont très avancées en termes ethical hacking et ils sont 100% donc pratiques. Je dispose aussi plein d'autres certifications dans le ISO, donc ISO 27001, Lead Auditor, Lead Implementer, ISO 27005, 22301, Lead Auditor and Lead Implementer, EBIOS, Meheri, Lead Cybersecurity Manager, ISO 21500, 27700, donc plein de certifications aussi dans la partie donc, ISO avec le PECB. Alors, je présente rapidement donc dans notre société. Donc, Smart Skills, c'est une société dont la spécialité principale est la cybersécurité, qui a été créée en 2016. Et elle fait partie d'un groupe qui s'appelle New Way Holding. Donc, ce groupe-là
là, on a plein d'autres activités aussi. On fait aussi de recherche et développement et on fait de télécom. Donc là, quelques chiffres rapidement aussi. On est plus que 80 collaborateurs avec un chiffre d'affaires qui dépasse 6 millions de dinars en 2023. On est déjà certifié ISO 27001 et 9001. Récemment, on a déjà reçu des certifications de AFAC AFNOR pour notre société dans la partie audit sécurité de l'information, accompagnement et formation. Donc, les trois volets, les trois activités de notre société. Donc, on a déjà célébré hier ces deux réalisations. Donc, on a déjà reçu donc, récemment de la part de AFAC AFNOR en termes de ISO 27001 et en termes de ISO 9001. En fait, bon, notre système, il contient d'autres systèmes de management. Nous avons un système de management de protection de la vie privée basé sur l'ISO 27701 et éventuellement aussi, on a un système de management de continuité de l'activité, un système de management anti-corruption, donc l'ISO 37001. Donc, on a 5 systèmes de management, mais on a commencé par certifier les deux premiers, 9001 et 27001 en espérant l'année prochaine, on continue avec les autres certifications. Donc, le trois domaines d'activité qu'on a déjà actuellement, c'est l'audit de sécurité du système d'information. Donc, tout ce qui est audit réglementaire, tout ce qui est audit des systèmes de management, tout ce qui est compliance check d'une façon ou d'une autre, donc PCI DSS ou d'autres. Donc, ça entre dans cette volet-là. Le deuxième volet, c'est l'accompagnement. Donc, on aide les organismes à mettre en place des schémas directeurs, des systèmes de management SMSI, SMCA, SMQ, et on les aide aussi à mettre en place une politique de sécurité de l'information, un plan de continuité d'activité et plein d'autres solutions qu'on est en train de les accompagner. Et aussi, on est déjà un centre de formation, on est déjà partenaire avec PECB, avec SC Council et plein d'autres organismes qui fournissent donc des formations. Voilà, donc Contia aussi et plein d'autres organismes qui délivrent donc des formations. Alors, aujourd'hui, on a quatre sections pour ce webinaire-là. Donc, on va commencer par une petite introduction. Ensuite, on va parler à propos quelles sont les étapes pour bâtir un... Est-ce que c'est visible le partage? Parce que c'est bon pour le partage, hein? Non, non, le partage n'est pas encore visible. C'est pas visible. Votre partage d'écran est en cours de chargement. Ah, elle est toujours après, c'est Zoom. Donc, je vais arrêter le partage, repartager encore une fois. C'est bizarre de la part de Zoom. Maintenant, Voilà, oui. Ouais, c'est maintenant, bon. oui. Ouais. Maintenant, bon, la première fois, il a paniqué, hein. Alors, on n'a pas encore commencé déjà dans la partie la plus importante. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, on va introduire donc le sujet rapidement. Ensuite, on va y discuter ensemble quelles sont les étapes pour mettre en place un schéma directeur donc, de cybersécurité. Et avant de vous donner donc la possibilité de poser des questions et des réponses, je vais vous donner quelques conseils pour bâtir un schéma directeur d'une façon la plus efficace possible. Voilà, donc ça c'est le sujet donc d'aujourd'hui. Et l'objectif de la présentation, c'est de vous essayer d'avoir une idée donc à propos la façon de élaborer un schéma directeur de cybersécurité. Et bien évidemment, on commence par définir ce chemin-là. Donc, les schémas directeurs de la cybersécurité, c'est un document stratégique et directif qui établit donc les orientations, les objectifs, les priorités, les lignes directrices pour assurer la protection et la sûreté des systèmes d'information et des données au sein d'un organisme. Donc, c'est une feuille de route pour notre organisme pour avoir une visibilité à moyen terme et à long terme par rapport à la question de cybersécurité. Donc là,
c'est un document stratégique et non pas un document opérationnel. Donc, éventuellement, à partir de chemin directeur, par la suite, on va élaborer d'autres documents détaillés pour l'aspect opérationnel, l'aspect tactique. Mais le chemin directeur en lui-même, ça reste toujours donc un document stratégique. Là, on trouve les orientations de notre organisme en termes de cybersécurité, quels sont ses objectifs et les priorités pour assurer la sécurité des données, bien évidemment, assurer la sécurité de cyberspace, là où on est en train de faire nos activités. Alors, quelles sont les étapes pour élaborer donc, un schéma directeur? Donc, tout d'abord, on a besoin d'évaluer l'état actuel. On ne peut pas mettre en place tout un document donc, stratégique. On ne peut pas définir nos priorités, quels sont nos objectifs, si on ne connaît pas déjà l'état actuel de notre organisme au point de vue cybersécurité. Donc ça, c'est indispensable. Par la suite, on va définir quels sont nos objectifs et éventuellement, on a besoin d'identifier quelles sont les mesures qu'on a besoin de mettre en œuvre pour arriver à satisfaire ces objectifs-là. Une fois on a déjà identifié ces mesures-là, on ne peut pas les mettre tous ensemble à la fois, ça va prendre du temps, bien évidemment, et on a besoin de planifier. Ça, c'est le concept de PDCA. On doit planifier qu'est-ce qu'on va faire exactement. Ensuite, on va mettre en œuvre ces mesures-là. On va vérifier est-ce que ce qu'on a déjà mis en place il est compatible par rapport à ce qu'on a déjà planifié à l'avance. Et finalement, donc, on va réagir si jamais il y en a des écarts par rapport à ça. Donc, la première étape, bien évidemment, comme on a déjà dit, c'est évaluer l'état actuel de notre système. Donc, ici, quels sont les moyens pour évaluer donc, l'état actuel? On a beaucoup des moyens, bien évidemment. Donc, on pourra faire des audits, que ce soit audit interne ou bien audit externe. Ça va nous aider éventuellement donc, pour dégager les différentes donc, vulnérabilités et comprendre quelles sont les menaces qui peuvent donc cibler notre système d'information. Ça va nous permettre aussi d'évaluer les contrôles de sécurité qu'on dispose. Donc, parfois, les contrôles qui sont existants, ils font l'affaire. On n'a pas besoin d'investir d'autres mesures dans ce cas de figure, ou bien juste une petite configuration, ou bien des modifications, ça peut nous permettre donc d'atteindre les objectifs qu'on souhaite donc atteindre. Donc là, on doit éventuellement commencer par faire l'analyse de l'existant. Donc, analyser l'existant, on a beaucoup de moyens, comme j'ai déjà dit. Donc, on doit comprendre éventuellement quels sont les enjeux de notre organisme, on doit comprendre aussi c'est quoi la stratégie de notre organisme à moyen et à long terme. Ça, c'est intéressant. Si jamais, par exemple, notre stratégie business pour notre organisme, c'est orienté digitalisation, donc ici, les enjeux ne sont pas les mêmes si jamais notre organisme, sa stratégie à moyen et à long terme, c'est de garder, stabiliser la situation avec l'existant et on ne va pas investir dans la digitalisation. Donc, c'est pour cela on a besoin de comprendre cet aspect-là. On a besoin de faire beaucoup de workshops avec les pilotes de processus, avec les différents donc, intervenants, les utilisateurs de notre système d'information, les parties intéressées. On a besoin de les écouter, collecter le maximum d'informations et éventuellement les différents dirigeants et les grosses têtes de l'organisme, soi-disant, on a besoin de comprendre leur stratégie à moyen et à long terme. Donc ça, c'est très, très, très important. Ça va nous orienter correctement lorsqu'on va mettre en place notre schéma directeur. Donc ça, c'est indispensable. Parmi les outils aussi qu'on peut utiliser pour cette étape-là, c'est de faire un SWOT analysis.
SWOT analysis, c'est la possibilité d'évaluer, bien évidemment, quels sont les points forts de notre organisme, quels sont les points faibles internes, donc tout ce qui est S et W, les points faibles et les points forts, c'est en interne. Et OT, donc tout ce qui est opportunity and threat, ou bien les opportunités et les menaces, le OT, ça c'est la partie externe. OK? Donc, SWOT analyse, c'est parmi les outils qui va nous aider éventuellement de mieux comprendre donc, la situation actuelle, comprendre donc l'état actuel de notre cyberspace ou bien cybersécurité pour notre organisme. Et éventuellement aussi, on peut utiliser d'autres techniques comme Pestel. Pestel aussi, elle va nous aider, elle va nous orienter pour cette étape-là. Le P, c'est le politique, E, c'est l'environnement, S, social, T, technologique, et donc L, c'est légal. Donc là, c'est l'autre outil qu'on utilise fréquemment lorsqu'on fait donc la phase de évaluation de l'état actuel pour comprendre donc le contexte de la société et éventuellement les différents enjeux qui existent pour cet organisme-là, que ce soit les enjeux internes ou bien aussi les enjeux donc, externes. Donc, tous ces aspects-là, ils sont très importants pour mieux comprendre l'état actuel et éventuellement, on a besoin aussi de faire une cartographie des actifs informationnels de l'organisme. Et ce point-là, c'est une problématique. C'est problématique parce que plein de sociétés n'ont pas déjà une visibilité par rapport à qu'est-ce qu'ils ont en termes d'actifs informationnels et la classification de tous ces actifs-là, c'est un point faible dans plusieurs organismes. Donc, on essaye de éventuellement comprendre donc, les types des actifs informationnels que l'organisme dispose, leur criticité, leur classification, bien évidemment. Ça, c'est parmi donc, les points qu'on a besoin d'avoir au départ de notre mission. Ensuite, une fois déjà on a bien élaboré donc l'état actuel, on a compris donc l'existant correctement. Donc, dans ce cas de figure, on peut définir les objectifs de la cybersécurité. Donc, ces objectifs-là, ça doit être bien évidemment aligné avec les objectifs stratégiques de l'organisme. C'est pour cela, dans la première étape, on a dit qu'on a besoin de faire le point, faire des workshops, on essaie de faire des interviews avec le président, directeur général de l'organisme, comprendre ses orientations donc, stratégiques de la comité de direction et où ils veulent aller pour les 3 ans qui suivent ou bien pour les 5 ans qui suivent où on veut aller exactement pour bâtir et mettre en place les mesures nécessaires afin de éventuellement supporter le business. Il ne faut pas oublier toujours que la cybersécurité, c'est pour supporter le business. Ce n'est pas pour freiner le business ou bien, bien évidemment, l'activité de l'organisme. C'est un point qui est très important. On essaie toujours d'aligner nos objectifs de sécurité avec les objectifs de l'organisme. Ce n'a pas de sens si jamais notre banque, par exemple, stratégiquement, lorsqu'on a fait le point, par exemple, avec la comité de direction, ils disent que leur objectif ou bien les axes stratégiques qu'ils vont travailler pour les 3 ans qui suivent ou bien les 5 ans qui suivent, c'est d'aller vers la digitalisation. On cherche que toutes nos agences deviennent digitalisées. Nos clients, ils peuvent faire tout type de transactions en ligne sans se déplacer. Donc, on doit fournir à nos clients, nos partenaires, de faire toutes les transactions sans exception à distance avec le certificat électronique. On peut identifier ces personnes-là avec plusieurs moyens et on doit fournir donc cet aspect-là. Donc,
ça n'a pas de sens de mettre au niveau de notre stratégie cybersécurité ou bien pour notre objectif cybersécurité, c'est de fermer le maximum ou bien essayer de isoler le maximum notre système d'information. On essaie d'isoler les différentes parties du système d'information. Donc ça, c'est pas acceptable. C'est pas aligné avec les objectifs business de notre organisme. Et la cybersécurité, comme je viens donc de mentionner, elle est faite pour supporter le business. On ne doit pas oublier ce point-là. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est que dans plusieurs organismes, alors les gens de sécurité, parfois, ils essayent de bloquer le business. On doit trouver le compromis entre le métier et notre, bien sûr, problématique en termes de cybersécurité. Donc, il fallait faire cette balance-là. C'est un challenge, c'est pas assez simple, je comprends qu'on a besoin de fermer un certain nombre des options pour les différents collaborateurs de l'organisme, mais ça ne doit pas être fait d'une façon aléatoire, mais ça doit être aligné dans une orientation stratégique, dans un schéma directeur. Ça va parce qu'on peut, dans ce cas de figure, trouver d'autres solutions, d'autres alternatives, d'autres workarounds qui reste toujours aligné avec les objectifs business et principalement assurer la sécurité des informations qu'on est en train de traiter. Donc, ce point-là, c'est un peu challengeeux et on a besoin, bien évidemment, comme input pour la mise en œuvre de schéma directeur donc de cybersécurité, c'est de comprendre la vision de l'organisme, comprendre éventuellement la mission de l'organisme, comprendre quelles sont les stratégies qui vont être adoptées par l'organisme à moyen et à long terme, et ça va nous permettre de bâtir dans ce cas de figure donc les schémas directeurs une fois on a bien compris les objectifs global ou bien les objectifs business de notre organisme. Ces objectifs-là, ils doivent être smart. Donc ça, on essaye, hein, ce n'est pas toujours possible, mais on essaye le maximum de mettre en place des objectifs smart. Smart, ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas le terme smart en français, en anglais, pour dire que c'est intelligent. Non, smart, c'est une abréviation S, c'est-à-dire l'objectif doit être alors spécifique, il doit être spécifique, c'est clair. M, c'est-à-dire l'objectif doit être mesurable. A, c'est-à-dire il doit être atteignable, on peut l'atteindre, c'est réaliste. Et bien évidemment, R, il doit être réaliste. On ne peut pas mettre des objectifs qui ne sont pas réalistes et par la suite, on ne peut pas l'atteindre. Même si on va mettre en place tous les moyens possibles, on ne peut pas atteindre cet objectif-là. Donc, il fallait mettre des objectifs qui sont réalistes par rapport à l'état actuel de l'organisme. C'est déjà l'objectif de l'étape 1, c'est de comprendre l'état actuel de l'organisme et finalement, l'objectif doit être time-based. Time-based, c'est-à-dire temporel. Et bien évidemment, on doit fixer des deadlines. On ne peut pas mettre des objectifs sans deadline. Donc, d'une façon globale, tous nos objectifs, on essaye d'avoir des objectifs qui sont smart. Un exemple donc des objectifs, réduire le risque cyberattaque, atteindre donc la conformité avec la norme 27001 par exemple, ou bien PCI DSS, améliorer la sensibilisation à la cybersécurité des employés. Donc là, c'est un noyau d'objectifs, ils ne sont pas encore smart. Il fallait bien évidemment ajouter, rajouter donc le concept de deadline. Donc ça, c'est important et il doit être plus spécifique. Mais ce sont des petits exemples juste pour avoir l'idée d'une façon donc globale. Ensuite, une fois on a définir donc les objectifs, on doit se mettre d'accord quels sont les moyens ou bien les mesures qu'on a besoin
de mettre en œuvre pour arriver à ces objectifs-là. Donc, ces mesures-là peuvent être techniques, ça peut être humain, ça peut être organisationnel. Et par exemple, on peut mettre en place PAM, Privileged Access Management Solution, ou bien un CIEM. Ça va nous aider il peut nous supporter pour atteindre les objectifs qu'on a déjà fixés en termes cybersécurité. Mettre en place une solution donc IAM, des gestions donc d'identité et les accès, et bien évidemment faire des formations aussi pour les employés à la cybersécurité. Donc tous ces mesures-là, ils peuvent être donc utilisés pour arriver et atteindre les objectifs qu'on a déjà fixés. Ensuite, on va définir notre planification. Donc, notre planification en termes de mise en œuvre de ces mesures-là. Quelles sont les ressources nécessaires, le calendrier, qui fait quoi. Donc, pour chaque mesure, qui est responsable à la réalisation de chaque action, et ainsi de suite. Donc, on peut parler à propos des ressources, à propos donc le calendrier, les responsabilités de chacun pour les actions qu'on va donc réaliser. Donc, tous ces aspects-là, ils vont nous aider à atteindre l'objectif qu'on a déjà fixé dans l'étape 2. Donc, il fallait bien évidemment faire le suivi donc, de ces aspects-là. Donc, de cette façon-là, on a plus de chances à atteindre donc, nos objectifs une fois on a déjà bien évidemment donc mettre toutes les planifications nécessaires. On a fourni les ressources nécessaires pour la mise en œuvre et le budget nécessaire et tout ça. Donc, à la fin, on peut arriver à mettre en œuvre ces mesures-là. Et il ne faut pas oublier, une fois on a mis en place les mesures, on doit faire l'évaluation. On doit toujours penser avec le concept donc PDCA, Rule de Mining. Donc là, Plan, Do, Check and Act. Une fois on a mis en place ces mesures-là, on doit vérifier est-ce que la mise en œuvre a été réalisée donc d'une façon donc correcte, est-ce qu'elles sont efficaces ou non, et bien évidemment, s'il y a un gap, donc on doit faire des actions correctives et des actions de correction. Donc voilà, comme ça on a mis en place notre schéma directeur et quelques conseils donc pour mieux pour réaliser donc les schémas directeurs avec la façon la plus efficace possible. Il fallait impliquer tous les parties intéressées. Tous les parties intéressées doivent être impliqués dans le projet. Sinon, on se tombe dans la situation où votre chemin directeur est d'une côté la réalité, la réalisation, et de l'autre côté. Les gens ne sont pas intéressés, ne sont pas impliqués. Éventuellement, il y aura peut-être sabotage d'une façon ou d'une autre par les autres donc, activités. Donc, afin d'éviter ce scénario-là, dès le départ, on essaie de les impliquer. C'est pour cela, dans l'étape 1, si vous vous rappelez, donc dans l'étape 1, on a parlé à propos d'évaluer donc l'état actuel de la cybersécurité et je vous dis qu'il fallait faire des workshops. Donc, on essaie de faire des workshops avec les pilotes de processus, avec les parties prenantes, avec la direction générale et comme ça, tout au long du projet, ils sont au courant de l'avancement et s'ils ont des mécontentes par rapport à un point ou une autre, on peut la clarifier. Si jamais il y a une problématique, on peut donc rectifier et trouver un workaround pour garder que la cybersécurité, c'est un moyen pour pousser l'organisme à avancer en termes de business et non pas le contraire. Donc, on essaie de trouver une solution la plus adéquate possible pour donc atteindre les objectifs business bien évidemment. Donc, il fallait les impliquer
Et c'est déjà la problématique, on le trouve dans plusieurs organismes, lorsque les pilotes de processus ne sont pas donc impliqués. Donc, à la fin du projet, lorsqu'ils ont pris connaissance qu'il y a déjà un projet en cours, alors il y aura des blocages. Il y aura des blocages et parfois, donc, on n'arrive pas même à la fin du projet. Parfois, le projet prend 2, 3 ans pour la mise en œuvre de projet. C'est à cause que les parties intéressées n'étaient pas donc impliquées correctement au départ. Donc, c'est pour cela qu'on exige à nos clients au début. Donc, il fallait que faire des comités là où les différentes donc, parties prenantes, les parties intéressées doivent être impliquées. On doit faire la classification déjà au départ. Il y a des parties prenantes euh, qui ont un grand influence sur le projet, euh, mais ils ne sont pas intéressés. Il y a ceux qui ont un influence sur le projet, mais ils sont trop intéressés. Il y a ceux qui n'ont pas d'influence, mais ils sont intéressés. Il y a d'autres qui n'ont pas d'influence, mais ils ne sont pas intéressés. Donc, chaque partie intéressée, on doit réagir avec eux suivant cette classification-là, cette matrice-là, influence et est-ce qu'il est intéressé par le projet ou non. Donc, de cette façon-là, on pourra assurer le succès du projet. Il fallait bien évidemment utiliser un langage clair. Donc là, ça, c'est parmi les problématiques toujours, c'est que éventuellement, les gens de business ne comprennent pas bien notre jargon. Donc là, si vous voulez donc réussir votre projet, essayez d'adopter un langage clair, essayez de simplifier, éviter les gros jargons à la présence des parties intéressées de business. Donc, dans la comité exécutif, c'est tolérable. On est tous des gens ayant un background de cybersécurité, donc on peut utiliser des jargons un peu complexes pour faciliter la compréhension de la thématique. Mais par contre, dans une réunion avec la direction générale ou bien avec la présence des parties intéressées qui sont un peu loin de l'IT, donc essayez d'éviter d'utiliser des jargons complexes, essayez de simplifier le maximum votre langage. Et bien évidemment, un schéma directeur, lorsqu'il sera mis en place, ce n'est pas le terminus. Il y a d'autres stations. Donc, on a besoin de faire une mise à jour chaque année, voire vérifier l'état d'avancement des actions entreprises, vérifier est-ce que ce qu'on a fixé comme objectif, il est toujours d'actualité ou non. Et on essaye bien évidemment de rectifier s'il y a un changement majeur au niveau de stratégie de l'organisme ou bien d'autres aspects, ça doit être pris en compte pour éviter donc les mauvaises surprises par la suite. Donc là, ça c'est un point qui est très important aussi. Avant de conclure, j'aimerais bien faire la comparaison bon, peut-être faire la comparaison entre le chemin des lecteurs cybersécurité et le chemin de lecteur de système d'information. Probablement, éventuellement, on va recevoir des questions dans cette partie-là. Par anticipation, je peux clarifier que le chemin de lecteur cybersécurité, euh, c'est parfois, il est inclus dans l'SDSI. Parfois, dans plusieurs missions, donc il intègre le schéma directeur cybersécurité dans le schéma directeur du système d'information. Mais de toute façon, si jamais il est intégré ou bien il est séparé, dans les deux cas, on a besoin, comme input, d'avoir notre vision ou bien qu'est-ce qu'on va mettre en place des solutions IT au bout de 3 à 5 ans qui suivent pour bâtir notre schéma directeur cybersécurité. Parce qu'on a besoin de cet input-là, bien évidemment. Soit
on va mettre le deux donc à la fois dans le même projet. Donc, dans ces cas de figure, le schéma directeur cybersécurité il sera intégré dans le SDSI. Dans ces cas de figure, on va travailler ensemble, l'équipe IT avec l'équipe cybersécurité, et on sera donc au courant de tous les projets qui vont être réalisés dans la partie IT, et on va supporter bien évidemment avec les solutions de sécurité qu'on souhaite donc mettre en place. Mais si jamais la SDSI il a déjà établi, on aura besoin comme input pour savoir l'orientation IT dans à moyen et à long terme. Et comme ça, on peut donc préparer l'infrastructure cybersécurité pour protéger le système d'information, bien évidemment. Un autre point aussi important, que, comme je l'ai déjà donc mentionné, on a besoin de comprendre la stratégie de l'organisme pour bien bâtir notre schéma directeur cybersécurité. Donc, c'est un input qui est indispensable, comprendre la vision, les différents donc, objectifs stratégiques de l'organisme en termes de business. Tout ça, il va nous aider, nous orienter à bien choisir donc les solutions cybersécurité les plus adéquates et les ressources nécessaires pour supporter ces objectifs business bien évidemment. Probablement aussi, vous allez poser la question, c'est quoi la différence entre schéma directeur cybersécurité et le fameux donc, SMSI. Donc, l'SMSI, c'est un framework. Euh, il y a euh, beaucoup de points en commun avec le schéma directeur, mais le schéma directeur reste toujours stratégique. C'est orienté donc stratégique. On l'établit donc pour avoir la feuille de route pendant 5 ans, par exemple, alors que les SMSI, généralement, c'est plus opérationnel que le schéma directeur. Probablement, vous allez poser la question, est-ce qu'on peut combiner les deux? La réponse, oui. Donc, si jamais vous avez le bon profil, il peut combiner les deux et établir le schéma directeur avec vision SMSI et établir le SMSI avec perspective de schéma directeur d'une façon donc stratégique. Et comme ça, on peut avoir deux livrables, deux outputs à la fois et combiner les efforts et réduire le coût, bien évidemment. Donc, pour conclure, donc là, le schéma directeur, ça reste toujours un outil essentiel pour protéger les données et le système d'information de notre organisme. Ça reste la feuille de route et bien évidemment, il va nous permettre de définir donc la stratégie en termes de cybersécurité d'une façon donc claire, cohérente, et il va nous garantir donc que ces mesures-là sont adaptées aux besoins de l'entreprise. Je répète encore une fois, on doit assurer toujours que notre effort et nos efforts sont pour supporter le business et non pas pour freiner le business. Donc, il fallait avoir cette vision-là pour bien réaliser vos projets donc, correctement. Et on doit éviter de donner l'impression aux différents acteurs business, les pilotes de processus ou d'autres, que les gens de la cybersécurité sont en train de nous freiner, ne veulent pas que nous avancions en termes de business et tout ça. Non, au contraire, la cybersécurité, elle est faite pour protéger les actifs informationnels, supporter les business et on trouve toujours des solutions. Donc, il y a toujours des solutions pour assurer cette balance-là. C'est un challenge qui est très difficile, je connais bien ça. Je suis toujours dans ces problématiques-là avec les différents clients et avec les réclamations des gens de business par rapport aux gens de l'IT ou bien les gens de la cybersécurité. Mais lorsqu'on fait donc des workshops ensemble, on trouve une solution là où que, les pilotes de processus business donc, il est satisfait et les gens de la cybersécurité aussi, ils sont tous les deux donc satisfaits. That's all. Donc voilà, je vous remercie donc pour cette opportunité, pour cette occasion, pour discuter avec vous donc ce point-là qui est très important. Et je vous laisse donc la parole si vous avez donc des questions. Je suis à votre disposition. Alors, merci beaucoup, Ayed.
pour cette présentation qui a été très, 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 très enrichissante. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on a une visibilité sur euh, les étapes justement de la mise en place d'un schéma directeur. Voilà, la différence entre un schéma directeur et un schéma directeur cybersécurité et un schéma directeur informatique. Voilà, la différence également avec le SMSI. Voilà, je pense que c'est très clair. Et on a quand même quelques questions. On a quand même quelques questions, voilà, pour pouvoir éclairer notre lanterne. Alors, concernant déjà les parties prenantes, on sait que vous avez dit que pour que le schéma directeur cybersécurité soit réussi, il faudrait l'implication en fait des parties prenantes. Alors aujourd'hui, de par votre expérience, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales parties prenantes en fait qui doivent vraiment s'impliquer pour la mise en place de du schéma directeur cybersécurité d'une entreprise? Bon, hormis la direction générale. Voilà. Dans une entreprise, je vais prendre l'exemple d'une banque, par exemple. Je vais prendre l'exemple Euh, d'une banque. Mhm. ouais, bon, les principaux donc, parties prenantes ici, à mon avis, ce sont les pilotes de processus. Donc, les pilotes de processus métier, c'est eux qui vont être impactés par les décisions qu'on va prendre en termes de cybersécurité, que ce soit en termes de blocage ou bien en termes de complexité un peu de process. Donc, dans ces cas de figure, ça sera important de les impliquer. Donc, pour une banque, par exemple, on peut les inviter pour les workshops. Au début donc, de projet, on implique tous les pilotes de processus métiers dès le départ. Je vois aussi une autre question par rapport à la différence entre le schéma directeur cybersécurité et le schéma directeur donc, du système d'information. Donc, j'ai mis donc l'accent rapidement donc, dans la présentation par rapport à ce point-là, mais je peux répéter donc ici et clarifier encore une fois. Le schéma directeur donc, du système d'information, c'est global. Donc, il touche l'IT en totalité. Quelles sont les grandes décisions qu'on va prendre en point de vue donc IT, en termes de digitalisation, en termes de changement des outils, en termes de comment dirais-je, donc topologie réseau, peut-être on va la changer. Donc, toutes ces décisions-là, ce sont de grandes décisions. Et généralement, lorsqu'on met en place des SDSI, d'ailleurs actuellement, je suis donc on a deux projets SDSI en parallèle, schéma directeur donc le système d'information. Donc là, il y a une couche cybersécurité qui est intégrée dans l'SDSI. Donc on ne peut pas la rater, mais n'est pas bien, n'est pas en train de prendre une bonne partie ou bien importance dans le projet. Donc c'est pour cela il y a des clients qui fassent SDSI puis il enchaîne avec un schéma directeur de cybersécurité pour assurer que la partie cybersécurité, elle a bien pris en termes de valeur et de l'importance. Donc, euh, mais on peut l'intégrer les deux. Si vous avez les bons profils en termes IT et cybersécurité, on peut faire un seul projet, un schéma directeur qui regroupe donc la partie IT et la partie cybersécurité à la fois. Donc là, on peut le faire ensemble dans le même projet. Mais ce n'est pas le cas. Donc, l'équipe IT peuvent donc préparer le SDSI. Ils ont bien avancé dans le projet, dans la partie surtout les grandes décisions. Vous pouvez donc enchaîner avec un schéma directeur cybersécurité. Mais à mon avis, ça sera beaucoup plus efficace de faire le deux à la fois dans le même projet. Merci, merci beaucoup. Merci. Bon, en Greg. termes de ratio, donc j'ai vu donc une question dans ce sens-là. Voilà. En termes de ratio, donc, à part les grandes sociétés, il n'y a pas de société qui mettre en place un schéma directeur, que ce soit de système d'information ou bien cybersécurité. Donc, à part les grandes sociétés, les opérateurs télécoms, les banques, les grandes sociétés de pétrole, donc, c'est eux qui sont en train d'investir. Ils connaissent bien l'importance d'un schéma directeur parce que au lieu de faire les choses chaque fois, on a un nouveau projet IT. Aujourd'hui, on a changé l'ERP. Demain, on va peut-être changer la partie réseau. Chaque fois, on fait des choses parachutées.
regrouper tout dans le même projet et avoir une orientation stratégique globale, une vision sur 5 ans, ça va être beaucoup plus efficace au lieu de le faire d'une façon isolée. Donc, voilà. OK. Je pense il y a d'autres questions également. Donc, la question est de savoir quel est le top 5 des difficultés voilà, qu'on rencontre lors de la mise en place du schéma directeur. Bah, en fait, le premier problème, c'est le conflit interne. Ça, c'est la problématique, les conflits internes entre les différents, les différents donc, pilotes de processus, probablement, les différentes directions. Donc ça va freiner le projet. Éventuellement, le non-engagement de la direction générale, c'est un problème majeur, réellement. Aussi, l'absence d'une stratégie business. Donc, dans plusieurs organismes, ils n'ont pas même une stratégie business. Et ça, c'est problématique. C'est problématique. Donc, il essaye de gérer les choses de jour au jour. Donc, il n'y a pas une vision sur 5 ans, ou bien sur 10 ans, ou bien sur. Il y a des sociétés qui fassent des stratégies sur 15 ans. Donc, il connaît où il veut aller après 15 ans. Et ça, c'est très important. Il y a des organismes qui ont facilité pour nous le travail avec, ils nous fournissent même le Balanced Scorecard. Donc, Scorecard, c'est parmi les outils très, très, très importants utilisés donc, dans les grandes sociétés éventuellement. Aussi, donc, on a cité jusqu'à maintenant trois. On a dit que les conflits internes, on a dit aussi la non-implication, donc le manque de leadership de la direction générale. On a aussi l'absence de la stratégie business de l'organisme. On a aussi une problématique, parfois on a le conflit entre euh, sur le DSI et le RSSI. Donc ça pose des problématiques aussi, ça freine les choses. Et le cinquième donc, challenge ou bien problématique, c'est le manque d'information. Donc, manque d'information, parfois, vous faites donc, le schéma directeur. Lorsque vous allez faire l'étape 1 pour comprendre l'état actuel, il y a un manque d'information ou bien un refus de donner l'information parfois. OK, merci. Espérant avoir répondu clairement donc à la question hein, de celui qui a posé. Donc, il y a une autre question, c'est de savoir, en fait, vu le volet stratégique du schéma directeur, est-ce qu'il serait judicieux, en fait, de le partager à tout le personnel? Tout ce qui est stratégique, moi, je vois l'intérêt qu'il soit sans classification, c'est moi interne. Il y a des sociétés qui fassent même public la classification de tout ce qui est stratégique et ils n'ont rien à cacher, c'est stratégique. Mais au moins, il doit être interne. Mais c'est pas acceptable qu'il soit confidentiel. Sauf dans des cas très, très particuliers, ça peut être le cas. Hein. Mais d'une façon générale, un document stratégique, c'est interne. D'ailleurs, je recommande que l'aspect stratégique, il doit être communiqué dans des séances de travail avec tous les collaborateurs. L'engagement de collaborateurs, il est différent lorsqu'il connaît où l'organisme va aller dans 5 ans, 10 ans, bien 15 ans, et différent qu'il gère les choses de jour au jour. Donc, peut-être il va dire que cette société n'a pas d'avenir. Donc, il va quitter, il va chercher une autre société. Mais de voir la stratégie, c'est très important pour assurer la stabilité du collaborateur. D'accord, OK, merci beaucoup. Alors, une autre question encore. Si, donc, il y a une organisation qui n'a pas de schéma directeur, donc cybersécurité, est-ce que, en interne, la fonction en charge de la sécurité peut voilà, établir ce schéma directeur-là sans problème? Euh, can you please est-ce que vous pouvez répéter donc la question, s'il vous plaît? Voilà, bon, en fait, ce que je comprends de la question, hein, en général, les entreprises font appel justement à des cabinets externes, justement pour Consultant, ouais. la mise en place donc, Ah, ok. des schémas directeurs. Mais voilà, mais une entreprise, est-ce qu'elle peut prendre sur elle-même de désigner, par exemple, comment dirais-je, le responsable de la sécurité
du système d'information pour la mise en place de ce schéma directeur. Est-ce que ce schéma directeur sera valable? C'est trop difficile d'avoir un tel cas réellement, sauf si peut-être le responsable d'ISI, il a une très vaste expérience dans ce domaine-là, il peut l'assurer. Sinon, chacun a son expertise. Lorsque vous allez faire une société compétente pour réaliser ce schéma directeur, elle a déjà touché plein de schémas directeurs pour plusieurs sociétés, donc elle va vous donner la feuille de route la plus optimisée pour votre organisme. Il a déjà comparatif, il a fait du benchmark entre plusieurs sociétés, donc il va vous donner le plus. Faire ça en interne, ça reste toujours possible, mais ça dépend de calibre, soi-disant, ou bien de compétences de gens qui vont le réaliser. Hmm. OK, c'est très clair. Mais peut-être une autre option, c'est au lieu de faire appel à une société pour élaborer le schéma directeur, vous pouvez faire appel à des consultants schéma directeur pour vous supporter avec des hommes jours. Donc, Mhm, vous faites ça en interne, OK, mais vous faites appel à cette personne-là ou bien cette équipe-là en homme jour avec des timesheets et mhm. il va vous donner le plus. Donc, c'est vrai que vous avez réalisé le projet par vos propres mains, mais avec le coaching ou bien le support d'une entité externe ou bien d'une personne externe, comme ça, vous allez joindre le utile à l'agréable. Ça va être moins cher, bien évidemment, et vous allez réaliser le projet par vos propres mains, donc ça va être plus correct, si vous avez bien sûr les compétences nécessaires, et ça va joindre le utile à l'agréable, bien évidemment. OK. Quelle est la durée de vie d'un schéma directeur? Bon, généralement, les sociétés le fassent entre 3 et 5 ans. Donc, Mhm. minimum 3, mais au-delà de 5 ans, on ne connaît pas même la tendance de l'IT. Après 5 ans, comment elle va se Bon, devenir. après, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Comment? Qu'est-ce qui peut expliquer, qu'est-ce qui peut justifier en fait ce délai-là de 3 à 5 ans? Bon. Moins de 3, on parle plus d'un document stratégique. Donc, ça, c'est un document tactique, il n'est plus stratégique. Au-delà de 5 ans, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il va se passer en termes de l'IT. Probablement après 5 ans, avec cette utilisation fréquente de l'intelligence artificielle et tout ça, peut-être beaucoup de choses ils vont changer. D'ailleurs, même l'aspect matériel, déjà, en termes d'amortissement, il est entre Mhm. 3 et 5 ans déjà. Donc, c'est pour cela, ça sera judicieux. Donc, pour le schéma de lecteur, c'est qu'il soit entre 3 et 5 ans. Il y a des clients qui le fassent uniquement pour 3 ans, d'autres, ils le fassent pour 5 ans. Mais j'ai jamais vu un client qui a demandé de faire un schéma de lecteur au-delà de 5 ans. Mhm. D'accord. Justement, en fait, cette question-là, elle est très pertinente avec l'évolution justement des cybermenaces. Ouais. Voilà, donc facilement, un schéma directeur peut devenir caduque. Ça, Obsolète. c'est mon avis. Ouais. Alors, donc, même s'il est stratégique, est-ce que même au bout de 2 ans, on ne pourrait pas songer en fait à mettre à jour ce schéma directeur? C'est ce que j'ai déjà mentionné donc, parmi les conseils pour élaborer donc, un schéma directeur. On a dit dans le troisième point, il fallait le mettre à jour de façon systématique. Donc, annuellement, on le met à jour. On doit le relire encore une fois, vérifier est-ce qu'il est toujours d'actualité ou non, et on doit rectifier s'il y a une chose qui n'est plus d'actualité, ou bien il y aura de nouveautés, on doit le mettre à jour. OK. Donc, c'est un document qui reste, mais on doit le mettre à jour. Et au bout de 3 ans ou bien 5 ans, on va le mettre à jour d'une façon radicale. Soit disant, on va reproduire le document encore une fois, éventuellement, peut-être from the scratch. On ne parle plus d'une mise à jour, on parle de changement radical. C'est ça. OK. D'accord. Donc, je pense qu'il y a une autre question. Peut-être que vous allez revenir dessus. Ça a été peut-être dit pendant la présentation. Alors, c'est de savoir à quoi ça répond en fait, exactement la mise en place d'un schéma directeur. À Euh, quoi? À quoi? à quoi ça répond en fait de mettre en place un schéma directeur? Pourquoi est-ce qu'on le met en place, le schéma directeur? En fait, vous avez deux options. Soit vous faites les choses, des projets parachutés comme ça. Donc, c'est ce que fassent beaucoup des sociétés déjà, mais ils trouvent une problématique dans l'intégration de ces projets-là.
Et parfois, dans des organismes, des grandes sociétés, ils connaissent pas, il y a des équipes qui ne connaissent pas qu'il y a un même projet dans une autre direction. Vraiment, il y a des catastrophes dans ce sens-là qu'on le trouve fréquemment. Mais d'une façon globale, lorsque vous avez donc un schéma directeur, ça va simplifier, ça va vous réduire le coût. D'ailleurs, au lieu de faire les projets d'une façon isolée, vous allez les mettre sous la casquette ou bien sur le umbrella de même projet. Ça va réduire le coût, éviter les conflits entre les projets et harmoniser, soi-disant, ou bien gérer les choses d'une façon la plus correcte possible, bien évidemment. Mais faites les choses d'une façon isolée, chacun il lance des projets de son côté comme il veut. Ça va élargir le périmètre d'attaque, bien évidemment, et ça va vous engendrer des coûts supplémentaires. Mm. OK. Alors, moi, j'ai une question aussi. Alors, c'est vrai vous avez présenté donc les étapes, les différentes étapes du schéma directeur. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité, en fait, de ce schéma directeur cybersécurité? En fait, une fois les objectifs, ils ont été déjà définis. Donc, c'est mesure des objectifs. On va faire des KPI, qui sont associés aux différents objectifs qu'on a déjà définis. Et on va vérifier est-ce que ces objectifs-là, ils sont suivis correctement ou bien non. Donc là, vous pouvez inspirer, par exemple, de la norme ISO 27004. Elle va vous aider énormément pour faire la surveillance, pour inspirer, hein, c'est pas pour l'appliquer à la lettre, mais pour inspirer, pour éventuellement avoir des KPI le plus correct possible avec les fréquences des calculs, la méthode de calcul et ces différents détails. Et comme ça, vous allez avoir l'idée, est-ce que vous êtes dans le bon chemin ou bien non, ou bien il y a une déviation. Donc, s'il y a un gap, on doit faire le root cause analysis, comprendre pourquoi ce gap-là et faire les actions correctives et les actions de correction nécessaires pour la corriger. Donc, les KPI, les calculs de performance, il va vous aider énormément à évaluer le chemin directeur. Si jamais vous voulez dire que je veux évaluer le fruit, le document, donc le chemin directeur, est-ce qu'il est pertinent, correct? Non. Donc là, l'implication de pilote de processus, elle va vous aider pour valider ce document-là. Et si jamais il n'y a pas les moyens nécessaires ou bien les compétences nécessaires pour au moins évaluer le travail, vous pouvez faire appel à des externes. Donc, une personne qui va faire mise en œuvre de schéma directeur et un autre consultant pour faire l'évaluation. C'est ce que fassent beaucoup des organismes. Je cite par exemple les organismes internationaux. Lorsqu'ils vont mettre en place un projet, donc il y a un bureau d'études qui va le faire et un consultant, une autre personne qui va évaluer le travail du bureau d'études et parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour l'évaluer correctement. Donc ça dépend de niveau d'expertise des personnes internes. Est-ce que vous allez faire un recours à un externe pour évaluer le travail ou non? Merci, merci. Alors, donc, je Merci pense bien. on va prendre quelques questions encore avant de mettre fin je vois que ce thème-là, en fait, l'a suscité beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup de Ah, questions. peut-être on a besoin Mhm. de faire un autre webinaire, hein? Si, si. Plus étendu parce que Alors, oui, on a oui, dû passer un peu le temps. exactement. Donc, on va juste prendre deux questions et puis voilà, c'est des questions, en fait, je pense, qui sont faciles à répondre. Voilà, donc, il y a une question qui est de savoir est-ce que une organisation devrait avoir un schéma directeur SI qui prend en compte la cybersécurité ou est-ce qu'il faut obligatoirement avoir en fait les deux schémas directeurs?
Schéma directeur SI et schéma directeur cybersécurité. Ouais, ouais. Donc, je connais bien cette confusion entre ces deux. Combiner les deux, c'est plus pratique, réellement, pour éviter beaucoup des coûts supplémentaires, des conflits et tout ça. Combiner les deux, avoir une équipe qui va faire les schémas directeurs, système d'information et cybersécurité avec des profils complémentaires. Donc, il y a des experts en termes IT, donc ça, c'est pour la partie système d'information. Et s'y porter, bien évidemment, avec des experts en cybersécurité. Et comme ça, on va joindre le tuile à l'agréable. Donner ces deux projets à deux entités différentes, ça va vous poser des problématiques. D'autres problématiques, ils vont être introduits. Le coût, il va être plus, bien évidemment, puisque ce sont deux entités totalement différentes. Et probablement, les pilotes processus vont s'inquiéter. Donc, il va te dire aujourd'hui, interview avec l'équipe IT, demain, interview avec l'équipe cybersécurité. On ne peut pas être toujours disponible pour ces interactions-là. Donc, c'est pour cela qu'il vaut mieux combiner les deux dans la même réunion. Donc, on fait des réunions, des workshops. L'IT, il est là, la cybersécurité, il est là, et comme ça, on peut échanger d'une façon beaucoup plus fluide. OK. D'accord. Merci beaucoup. Donc, espérant avoir bien répondu à la question. Alors, comme je disais, on va prendre juste la dernière question. C'était de savoir quelle est la dépendance donc, entre ces deux schémas directeurs-là. Quelle est là? La dépendance. La dépendance ou bien Oui. l'indépendance? Non, la Ah, dépendance. dépendance, ouais, bien sûr, ils sont très dépendants. Mhm. Réellement, c'est la cybersécurité qui dépend de l'SDSI. Parce que l'SDSI, il va définir les orientations stratégiques en termes IT, en termes digitalisation, en termes de solutions techniques qui vont être mises en place, des solutions aussi logicielles et tout ça. Mhm. Et notre rôle, après donc, toutes ces décisions-là, c'est rajouter la couche cybersécurité. Donc, on a besoin de voir où on va aller en termes IT pour rajouter notre couche, mais l'idéal que ce soit intégré. C'est pas à la fin. Donc, c'est pas à la fin, on va rajouter cette couche-là, mais plutôt c'est intégré en parallèle, on travaille en parallèle et on est toujours up-to-date par rapport à les différentes donc, questions qui sont donc, échangées avec les différentes parties prenantes. Et de cette façon-là, on peut avoir les choses beaucoup plus pertinentes et efficaces. D'accord. OK. Alors, vraiment, merci beaucoup. Je pense que nous avons dépassé le temps qui a été imparti. Ouais. Donc, nous allons adresser... bon, avant déjà d'adresser les remerciements, je ne sais pas si Ayed, tu as un mot de fin. That's all for my side. I would like to thank. Je vous remercie énormément pour cette invitation et probablement on va se voir encore une fois dans d'autres sujets importants dans le domaine cybersécurité d'une façon donc globale. Merci beaucoup. Merci. Merci Ayed. Donc, sur ce, je pense que nous allons remercier donc, Smart Skills, plus précisément Ayed, pour sa disponibilité, pour le temps donc, qu'il a bien voulu nous consacrer. Hein. Et nous allons remercier également tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui ont bien voulu, qui ont porté un intérêt justement à ce thème-là, qui ont posé des questions pour pouvoir comprendre. Nous avons compris que c'est un thème très important. Et voilà, nous allons dire donc que nous sommes, ils peuvent nous suivre justement sur nos canaux, sur nos sites, notre site internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ce webinaire donc, sera disponible également sur ces canaux. Alors, donc sur ce, je vais remercier tout le monde et souhaiter un excellent week-end. Merci à tous. Merci, Merci à Yed. merci, Ouais. merci. Bon week-end. Merci. Ouais.